Salut à tous et bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, on va parler d'un des trucs les plus fun du monde du dessin et de la peinture. Le character design, ou en bon français, la conception de personnage. Le concept n'est pas compliqué. Il faut avoir des idées sur un personnage, une histoire, un background culturel, une époque, l'univers dans lequel ce personnage évolue et son identité, sa personnalité. Et à partir de là, on dessine un personnage à partir de rien, juste avec notre imagination, et je vais vous montrer comment moi je fais et comment j'ai fait ce personnage en particulier. Donc avant de charger comme des grands malades dans le dessin, on va parler un tout petit peu de matériel. Je vais utiliser un iPad Air 13 pouces et on va utiliser le logiciel Clip Studio Paint qui sponsorise cette vidéo, quel heureux hasard. C'est un logiciel que vous devez déjà connaître parce que c'est celui dont je me sers au quotidien quand je fais du dessin ou de la peinture digitale. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau, mais la raison pour laquelle j'utilisais Clip Studio Paint bien avant qu'il me sponsorise, c'est pas compliqué. Efficacité, prix. C'est un bon logiciel qui est très complet et qui est super abordable. Donc personnellement, de mon point de vue, ça cumule les deux paramètres les plus importants. Un truc qui est top aussi, c'est que vous avez une version d'essai gratuite dispo pour tous les appareils. Alors voici le mode simple de Clip Studio Paint, je vais vous faire un petit tour du propriétaire rapidement. Donc là on a l'illustration qu'on a fait, on peut voir qu'on peut zoomer, dézoomer grâce aux deux doigts, évidemment ça paraît logique. En haut à gauche, on va avoir ici toute une série de tutoriels. Ça c'est hyper intéressant, je les ai pas fait parce que ça fait longtemps que j'utilise Clip Studio Paint un peu plus comme ça à la mano. Normalement je connais à peu près, mais effectivement je les ferai je pense un de ces quatre parce qu'il y a certainement des petites bottes secrètes que j'ai pas. Ensuite ici on a tous nos outils. Donc là sur le premier truc on va avoir tout ce qui va être pinceau, stylo, crayon, pulvérisation, mélange de couleurs. On va même avoir tout ce qui est lasso, etc. Donc là c'est un petit peu tous nos outils pratiques on va dire. Donc il y a un certain nombre d'options d'office dans le logiciel, il n'y en a pas des kilos non plus. Donc si vous avez besoin, vous allez tout simplement dans télécharger et là il y a des interfaces par Clip Studio Paint où là vous allez pouvoir télécharger gratuitement des centaines de pinceaux différents. Évidemment, chacun des brushes a en fait un certain nombre de paramètres ici, et si vous allez dans la version Studio, la version plus complète de Clip Studio Paint, vous allez avoir encore plus d'options. Petite parenthèse vite fait sur la version complète de Clip Studio Paint, il suffit d'aller ici, d'aller passer en mode Studio, et boum, là vous y êtes. Et là vous voyez que vous avez beaucoup plus d'options, c'est un logiciel qui devient de suite beaucoup plus technique en fait. Mais c'est vraiment important aussi de l'avoir, hein, parce qu'il y a des fonctionnalités, on va dire, plus professionnelles, plus poussées. Mais on peut tout simplement, pour avoir une interface plus légère, alterner super facilement en allant ici, et hop, on est de retour sur le mode plus simple, plus intuitif, plus léger, beaucoup plus agréable à travailler sur la tablette. Ensuite, on va avoir les gommes. On va avoir ensuite tout ce qui est sélection, rotation, transformation, etc. Donc ça, c'est hyper important hein, pour pouvoir manipuler les calques et les choses qu'on a dessinées. Tout ce qui est lasso, donc ça aussi, c'est hyper important. On peut faire du carré, du rond, du lasso à main levée, etc. Il y a plein de choses à faire avec les modes de lasso. On verra ça un petit peu plus tard dans la démo. Et ensuite, on va avoir d'autres fonctionnalités dont moi, personnellement, je me sers moins. Le pot de peinture qui permet de colorier d'un seul coup des zones, en fait, entières. On va bien sûr avoir tous les paramètres qui permettent de gérer la tolérance, etc. Vous voyez, c'est un logiciel qui est vraiment complet. Tout ce qui est déformation, etc. Les lignes et la pipette. La pipette, c'est important parce que ça nous permet comme ça d'aller chercher un gris, un noir, etc. et de l'avoir ici, là, dans notre petite palette. Ensuite, on va avoir une zone qui va nous permettre d'appliquer des filtres et des effets. Pour être honnête avec vous, je m'en sers pas. Parce que moi, je fais que des trucs à la main, en fait. Donc, tout ce qui est un petit peu effet, on va dire, de filtre et tout, je m'en sers pas trop. Et ensuite, on va avoir tout simplement la palette. Donc là, c'est tout bête, hein, c'est une palette, tout ce qu'il y a de plus standard, mais efficace. Où on peut tourner la couleur et choisir luminosité, foncé, et puis saturation, plus ou moins saturé, plus ou moins foncé, etc., etc. On peut avoir bien entendu des palettes préconçues qu'on va faire et tout. De toute façon, aujourd'hui, on va se servir que du noir et blanc, donc de toute manière, il n'y aura pas vraiment de complications au niveau de la couleur. Ce sera juste foncé ou clair, point barre. Ensuite, en bas, on va avoir la taille du pinceau, et on va avoir son opacité. Donc en fait, quand vous allez changer la taille du pinceau, vous allez voir un petit rond ici, là au bout de mon doigt, qui grandit ou pas. Donc si je le fais petit, ça fait un petit trait. Si je le fais gros, ça fait un gros trait. Jusque là, c'est pas compliqué. Évidemment, hein, ça gère la pression, etc. Le logiciel a un super rendu après, forcément. Et ensuite, on va avoir ici l'opacité. Donc si je baisse, ça va être beaucoup plus léger, ça va être beaucoup plus transparent. Et si je monte, ça va être beaucoup plus opaque. Tout simplement, ça c'est les fonctionnalités de base, mais c'est hyper important, c'est pour ça que c'est constamment sur l'écran. Et ensuite, sur la droite de l'écran, vous allez avoir tout ce qui est de l'ordre des calques. Donc là, il y a plein de calques parce que c'est l'illustration finie, j'ai fait pas mal de calques différents. Et si vous en voulez d'autres, il suffit de faire plus, d'avoir un nouveau calque, et ensuite là, vous pouvez gérer les paramètres de calque,
notamment avec les modes de fusion des calques, etc., qui permettent de faire des modes de transparence différents. On va pas trop en parler aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui peut être vraiment très utile. Supprimer, effacer, verrouiller le calque, bordure, dupliquer le calque, fusionner au calque inférieur, etc. Tout ça, là, c'est tout simplement la gestion des calques. Deux petits trucs super cool, on peut retourner la vue horizontale. Ça permet simplement de voir la même illustration, mais avec une autre... en effet miroir, quoi. C'est hyper cool pour dessiner, pour voir des erreurs, etc. En fait, on voit tout simplement le dessin d'une autre façon, et donc il peut y avoir des choses qui peuvent nous choquer qu'on n'avait pas vu avant. Ça, c'est hyper génial, et c'est juste là, quoi, donc c'est hyper pratique. Et dernière chose, on peut aussi exporter le timelapse, et ça, c'est vraiment cool. Et donc, en fait, je vais vous montrer vite fait, voilà. Là, on a le timelapse de tout le processus créatif, en fait. Je vais l'accélérer. Tac, 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 comme ça. Et ensuite, on peut exporter le timelapse comme on veut, genre 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes ou entier, ça fait 10 minutes, pour pouvoir par exemple le partager sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est hyper intéressant. Donc voilà, je vous ai montré un peu tous les paramètres qui allaient être d'une certaine utilité pour moi, et grâce à ça, on va pouvoir comme ça faire un joli rendu de ce personnage. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, je savais que j'avais envie de faire une femme, et je savais que j'avais envie qu'elle fasse partie d'un univers héroïque fantasy médiéval. Et j'étais assez inspiré par la statue de Jeanne d'Arc que j'avais vue à Washington, et j'en avais fait d'ailleurs un dessin qui est celui-ci que j'avais trouvé super cool à faire. Et donc j'avais aimé un petit peu cette femme légère en armure, comme ça il y avait un petit côté paradoxal entre la légèreté et puis le côté guerrier, comme ça c'était super beau. Dans un premier temps, quoi qu'il en soit, j'ai dessiné pas mal de différents personnages, des petits croquis rapides, de sorte à savoir un petit peu où est-ce que j'avais envie d'aller. Le but là c'est juste d'élaguer un petit peu ses idées, de se laisser aller et de faire un petit peu du croquis sans modèle, tranquille. Et le but c'est pas de se lancer corps et âme comme un demeuré dans la première idée qu'on a mis sur papier. Donc d'abord on laisse aller sa créativité, on dessine, et ensuite une fois qu'on a fait plusieurs modèles, on voit un petit peu ce qu'on garde pas. Et vous voyez là par exemple ce modèle de femme en armure de profil, je le trouve super joli, et peut-être que je m'en servirai pour autre chose, mais pas pour cette illustration. Au final, le dernier croquis, c'est celui que je vais utiliser, et c'est celui que vous êtes en train de voir là, qui est en train de se dérouler sous vos yeux ébahis. En fait, j'ai utilisé pour le coup comme crayon tout simplement l'aérographe de base du logiciel Clip Studio Paint. En fait, dans Clip Studio Paint, il n'y a pas énormément d'outils qui sont d'office, mais ensuite vous pouvez en télécharger. Et moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser, exploiter un petit peu les outils de base, parce que je suis tout simplement pas assez geek pour télécharger 500 trucs avant de les essayer. Donc j'aime bien utiliser les trucs de base et ensuite éventuellement aller dans les paramètres pour pouvoir les modifier, parce que évidemment, on a liberté totale et on peut complètement modifier les pinceaux, la taille, la texture, etc. Et tout simplement, je dessine, je gomme, je dessine, je me casse pas trop la tête. Le but là, c'est vraiment pas de faire le rendu, c'est de dessiner assez rapidement et puis de pouvoir en fait, encore une fois, exprimer un petit peu ses idées sur ce croquis que j'ai envie de valider. On va se focaliser un petit peu sur la tête. Pour la tête, c'est vraiment tout bête, hein. J'ai fait une tête de face en plus, donc il n'y avait vraiment pas de complications. Mais dans un premier temps, c'est juste des questions de proportion. Si vous êtes à la ramasse d'un point de vue des proportions du visage, j'ai masse de vidéos gratuites qui en parlent, mais j'ai aussi 2 formations sur le portrait qui sont vraiment complètes, et les gens en sont contents, donc si vous avez envie de checker dans la description, il y a des formations. Et vous voyez, dans un premier temps, je lui avais fait une tête un petit peu en forme d'œuf renversé, et finalement, je la trouvais pas très jolie. Elle avait certainement le menton un peu trop épais, puis le visage un peu trop ovoïde, ça m'a un petit peu dérangé, et j'avais envie de lui donner des arêtes un peu plus fines et en même temps un peu plus saillantes. Donc finalement, j'ai changé son visage, et là, je la trouve vraiment très mignonne. Et pour les cheveux, j'en suis aussi super content, le fait d'avoir fait des cheveux courts comme ça, et un petit peu en bataille, ça lui donne un petit côté guerrière, pas trop princesse, et c'est important parce que c'est une guerrière, et puis parce qu'elle est déjà très jolie, donc le but c'était pas non plus trop d'idéaliser le côté féminin, les longs cheveux avec des bouclettes, etc. Parce que ça aurait fait un peu hors sujet. Je commence à placer quelques ombrages grâce au pinceau qui est en fait ni plus ni moins que l'aérographe de base de Clip Studio Paint. Moi personnellement j'adore la texture de l'aérographe, en fait c'est très doux, voilà, c'est sûr que c'est pas très texturé justement, il n'y a pas le côté un peu mordant, pinceau, peinture, ou alors grain de papier, etc. C'est extrêmement doux. Mais moi, ça me gêne pas dans la mesure où c'est une peinture digitale, donc voilà. Après, je vais m'amuser à rajouter des textures, mais dans un premier temps, je trouve que ça permet vraiment de rajouter des valeurs très propres, et c'est assez cool. Donc évidemment, là, quand je place les lumières sur le visage, en fait, petit à petit, je me donne aussi des informations par rapport à l'éclairage. Ça veut dire que là, on voit que par exemple la lumière vient du haut. C'est très basique hein, comme scénario de lumière, mais voilà, c'est quand même important de le noter. On voit que le dessous du nez, par exemple, est à l'ombre, que la lèvre haute, elle est un petit peu à l'ombre aussi. Tout ce qui est orienté vers le bas va être plutôt à l'ombre, et tout ce qui est orienté vers le haut va être plutôt à la lumière. Donc effectivement, c'est un scénario de lumière très basique,
mais il faut quand même le noter parce que si sur le bras je fais exactement l'inverse, ça n'a plus de sens. Et ça c'est un truc qu'on voit souvent chez les débutants, c'est-à-dire qu'on voit des scénarios de lumière, des éclairages en fait qui sont pas les mêmes selon l'endroit du dessin qu'on est en train de regarder, et c'est le bordel, et du coup ça crée un dessin qui n'est pas volumétrique, qui n'est pas en 3D. Donc pour le moment on a déjà fait pas mal d'étapes. On fait d'abord les grosses formes fondamentales, autrement dit le pantin. Ensuite on va placer les formes, on va dire, secondaires, autrement dit les vêtements, et puis l'attirail, etc., mais qui est quand même très important. Et ensuite, petit à petit, on va s'orienter vers les petites formes qui vont être les bijoux, les décorations, la forme un petit peu précise, à commencer, pas à faire du rendu, parce qu'on n'en est pas au rendu, mais à faire un croquis qui nous donne toutes les informations nécessaires dont on a besoin pour pouvoir par la suite faire un beau rendu. Pour parler un petit peu des décorations que j'ai fait sur l'armure de notre superbe Jeanne d'Arc, en fait c'est des décorations qui sont de type ornemental, c'est un peu des arabesques, etc. C'est assez simple, donc j'ai tout simplement dessiné mes arabesques en essayant de faire en sorte qu'elles soient un petit peu cohérentes avec la perspective, etc. Et on voit même qu'il y a pas mal d'erreurs encore au niveau des symétries et tout, je les corrigerai petit à petit, ça restera un petit peu imparfait, mais dans le rendu général c'est pas forcément très grave s'il y a quelques imperfections. Mais au final, ça habille bien et ça donne à l'armure un petit côté armure de parade où on peut donner comme ça à l'identité du personnage une identité plutôt prestigieuse. C'est pas tous les soldats qu'il y a sur le champ de bataille qui sont habillés avec des armures comme ça qui sont ouvragées tout du long. Allez, pour finir, on va se pencher un petit peu sur le bas du personnage, et j'imaginais vraiment quelque chose avec pas mal de tissu, d'assez léger pour le bas, de sorte à ce que ce soit assez féminin, sans rentrer dans le cliché de la guerrière sexy. Je voulais pas que ce soit la guerrière sexy non plus, je voulais que ce soit, on va dire, fonctionnel et réaliste, mais quand même féminin. Donc pas mal de tissu, un peu plus léger que des plaques de métal. De toute façon, toute la partie basse, elle va être moins rendue, parce que j'avais envie de faire un personnage qui soit pas nécessairement entier, où on voit qu'une partie du personnage comme un buste. J'avais envie de faire ça aujourd'hui. Ça aurait pu être autre chose, mais aujourd'hui c'était comme ça. Bref, une fois qu'on a positionné son perso, qu'on a mis les grosses formes et tout, on se permet de mettre les petites formes. Par exemple, les petites lanières de cuir qui attachent chacune des plaques de métal à l'autre, ce genre de choses. Et ça, c'est bien sûr hyper important, ça permet de rajouter du réalisme, du détail, etc. Faut pas trop en faire, mais voilà, ça c'est à vous de voir un petit peu dans quelle quantité vous en voulez. Moi j'aime bien quand il y en a, donc j'aime bien rajouter des petits trucs comme ça. Bon allez, on arrive enfin au rendu. Je vais donc faire un autre calque que je vais mettre en dessous. Je vais donc dessiner en dessous du dessin linéaire, en fait, de sorte à ne pas couvrir en fait mon dessin dans un premier temps. On le couvrira après, parce que là, à partir de maintenant, je vais pas mal utiliser de différents calques, de sorte à me faciliter dans mon travail. On pourrait faire tout sur un calque, mais utiliser plusieurs calques, ça facilite le job. Et pareil, je vais utiliser un des pinceaux de base qui donne comme ça cette texture un petit peu de gouttelette d'eau que je trouve super jolie, ça fait très aquarelle et en même temps ça va donner un côté authentique et traditionnel à mon dessin. Et maintenant que j'ai mon dessin au tracé et le fond sur des calques différents, on va pouvoir commencer à faire le rendu sur de nouveau un calque différent. Donc là je vais reprendre mon pinceau aérographe et on va commencer par la tête. Donc dans un premier temps, il faut pas mal foncer de sorte à avoir des contrastes quand même importants, puisque je ne travaille pas en couleur. Donc là, ma seule option, c'est d'aller ou plus foncé ou plus clair, et j'ai envie de pouvoir exploiter du très foncé jusqu'au très clair pour avoir un dessin qui soit très tonalisé, qui ait une certaine puissance. Et on va commencer par la tête, tout simplement parce que si je foire la tête, le reste est foiré aussi. En fait, d'une certaine façon, si on foire la tête d'un personnage, ça vaut pas vraiment le coup de faire le reste, en fait. Donc l'idéal, vaut mieux commencer par la tête, comme ça c'est fait, ou du moins c'est bien commencé, puis on sait si on est dans la bonne direction ou pas. Sur un dessin digital, c'est pas forcément très important, parce qu'on pourrait tout simplement gommer, refaire, mais sur quelque chose de traditionnel, commencer par la tête, c'est pas plus mal, comme ça on est fixé sur est-ce que ça vaut le coup de continuer ou non. Je vais monter petit à petit mes valeurs, je vais pas aller trop vite. Mais un truc qui peut être assez efficace, c'est tout simplement de commencer par ce qu'on sait être foncé, c'est-à-dire là en l'occurrence les cils, les yeux, la bouche, le dessous du nez, tout simplement, et à partir de là, construire ces valeurs, et ça va nous permettre en fait d'avoir on va dire une valeur de référence. C'est ce qu'on appelle la valeur clé, c'est-à-dire ou la valeur la plus foncée, ou la valeur la plus claire, et le fait de partir de ces valeurs-là, ça va nous permettre en fait par comparaison de pouvoir déduire les valeurs qu'il y a autour en fait. Donc vous voyez que avant de passer au reste du corps, j'ai quand même pas mal déterminé les ombrages sur le visage et pas mal déterminé la direction de la lumière. J'ai même réorienté un petit peu la lumière de sorte à ce que le nez crée une ombre portée sur le visage et ça va nous donner des informations d'éclairage qu'il va falloir respecter pour tout le reste du dessin maintenant. Donc là c'est tout bête, hein, dans un premier temps je vais pas mal foncer en fait et je vais essayer de déterminer l'ombre et la lumière le plus tôt possible.
Là, je le fais absolument sans modèle, mais vous pouvez tout à fait être les modèles vous-même, hein. Vous pouvez prendre une position et puis prendre une photo ou demander à quelqu'un de le faire pour vous, prendre une photo avec l'éclairage qui vous intéresse, etc. pour ensuite réinterpréter la lumière sur le personnage que vous êtes en train d'imaginer. Là, dans ce cas-là, je ne l'ai pas fait aussi parce que j'avais envie de me challenger un petit peu, mais c'est tout à fait possible de le faire. Je fais très attention aussi au type de transition de l'ombre et de la lumière. C'est-à-dire que par exemple, une ombre portée, ça va être plutôt net. Quand ça va être par exemple un objet rond, comme par exemple les sphères qu'il y a en métal sur la poitrine, eh bien là pour le coup c'est un objet rond, donc il n'y a pas de contraste net, c'est plutôt dégradé de façon douce. L'ombre portée par exemple des médaillons où il y a la fleur de lys à droite du dessin, avec l'ombre portée qui est assez foncée, qui est sur la sphère de la poitrine, ça c'est net, parce que c'est une ombre portée. Donc il faut toujours se demander, ok, là il y a l'ombre, là il y a la lumière, ça c'est fait, maintenant la transition entre les deux, est-ce que ça s'opère de façon douce, ou est-ce que ça s'opère de façon nette, brutale, et pourquoi? Et tout ça en fait c'est la compréhension des volumes, et comment ils interagissent les uns avec les autres vis-à-vis de la lumière en fait, tout simplement. Et ça c'est quelque chose qui est pas évident, j'en ai complètement conscience, c'est pour ça que j'ai pas mal de formations qui traitent de ce genre de points, qui sont en fait des points fondamentaux, indispensables. Sans comprendre ce genre de truc, vous serez forcément un tout petit peu dans la galère, surtout si vous bossez d'imagination, parce qu'on peut toujours recopier quelque chose très bien sans comprendre ce qu'on est en train de recopier, mais si à un moment donné vous avez besoin de vous séparer de la référence pour une raison X ou Y, sans une connaissance solide des fondamentaux, c'est sûr que ça va être très vite limitant et limité pour vous. Alors vous voyez que je commence aussi à rajouter des informations de couleur locale. Par exemple la cape, on voit qu'elle est foncée. Même si elle est à la lumière, c'est plus foncé que le reste. Comme quand on a un t-shirt noir et un pantalon blanc avec une ceinture marron et des chaussures beige. Tous ces objets-là ont une valeur intrinsèque propre qui n'est pas égale avec l'objet d'à côté. Et du coup forcément la lumière elle réagit en fait différemment en fonction de ça. Vous voyez à quel point la valeur locale d'un objet c'est important, vous voyez le médaillon noir avec la fleur de lys blanche par-dessus, ça crée comme ça ce contraste en fait, et ça fonctionne. Le tissu, la cape, on voit qu'elle est bien foncée aussi, elle n'est pas noire mais elle est bien foncée, et même quand du coup je vais rajouter quelques lumières dessus, ça va être des lumières qui seront loin 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 d'être aussi blanches que les lumières qu'il y a sur l'armure. Donc en fait, même si c'est à la lumière, parce que c'est une cape qui est foncée et qui est quand même assez mate, elle réfléchit pas la lumière énormément, je vais la laisser quand même assez foncée, même dans la lumière. Ça va créer une compression au niveau des valeurs, toute la cape va être compressée vers le foncé, alors que par exemple toutes les polières, en haut, elle va être plutôt compressée vers l'éclair. Et ça va donner des informations de type texture, valeur locale, etc. Puis en plus c'est joli, ça fait des rythmes de foncé et de clair, c'est ça aussi qu'on recherche dans l'art, hein, parce que le but c'est quand même de faire un truc joli au final. Allez, du coup, je vais rajouter quelques ornements sur le gantelet, puis un peu à droite et gauche, parce que j'aime bien ça. Donc en gros, je commence par faire un petit croquis de base, tout simplement toujours avec mon outil de base au niveau des pinceaux. Ensuite, on va foncer un petit peu toute la partie en négatif, de sorte à ce que ça fasse un petit peu comme des ailes. Et vous voyez, déjà, ça commence déjà à bien rendre. Et ensuite, en poussant un petit peu mes valeurs, c'est-à-dire que je vais aller légèrement vers le plus clair, légèrement vers le plus foncé, toujours de façon très progressive, comme si c'était un dessin qu'on fait au crayon, en fait. On n'y va pas trop vite, on n'y va pas trop fort, le but c'est pas de mettre du noir de malade dès le début. Et de cette façon, on arrive comme ça à créer des ornements qui sont plutôt jolis. Allez, on va rebosser son visage aussi un petit peu, parce que quand même c'est la zone la plus importante, hein, mine de rien. Vous voyez que j'ai retravaillé les yeux, elle avait un petit strabisme que j'ai enlevé. C'était un peu le croquis de base qui était pas forcément parfait. Je l'avais pas vu sur le coup, et puis finalement, en y revenant, j'ai fait un petit peu attention. Dans le visage, on va rajouter aussi un petit contre-éclairage. Sur la gauche, on voit qu'au travers des cheveux, il y a des petites lumières qui ressortent. Ça, c'est assez joli. Je veux pas faire un contour de super lumineux partout sur le personnage. Je trouve que c'est moderne. Parfois, ça jure un petit peu. Je trouve le truc, j'aime bien quand c'est un peu plus léger. Mais là, juste ces quelques petites lumières sur le visage, je trouve que ça rend vraiment très bien. Aussi, d'un point de vue des valeurs, j'ai vraiment foncé la partie des yeux par rapport au reste, de sorte à ce que ce soit le point focal, hein, tout simplement, puisque c'est le regard le plus important. Et pour les cheveux, qui sont quand même assez importants, j'ai voulu les garder en bataille, mais j'ai quand même affiné le truc en faisant en fait des petites lignes plus ou moins claires, en suivant la direction des cheveux, de sorte à donner comme ça cette sensation un peu de poil. Je vais pas rentrer dans le détail maintenant de comment on fait des cheveux, parce que c'est tout un truc, et il y a déjà une vidéo dédiée à ça sur ma chaîne YouTube, mais dans l'idée, gardez en tête que les cheveux, même si c'est cool quand ils sont un petit peu détaillés, n'en faites pas trop non plus. Gardez vos cheveux groupés, une masse de valeur bien définie pour les cheveux, 2-3 reflets vite fait bien fait, tac, mais voilà, n'en faites pas trop, c'est pas le point focal quand on fait un personnage les cheveux. Alors dernière observation avant de vous laisser tranquille, observez bien un bras et puis l'autre bras. On peut voir qu'en fait le bras qui est devant, il est vraiment dessiné, il est vraiment peint, il y a vraiment des foncés, des clairs, des modelés, etc. Alors que l'autre bras,
il est dans la cape, il est caché, et même l'épée, en fait, elle est beaucoup plus claire. Il y a un effet de perspective atmosphérique entre les deux épées. Pourtant, on voit que c'est les deux mêmes épées. Mais il y en a une qui est gris clair, et il y en a une qui est avec des foncés, des détails, etc. Et ça permet de hiérarchiser. D'une part, ça permet de hiérarchiser le point focal du reste, mais aussi ça permet de donner de la profondeur. Parce qu'on comprend de suite que l'épée qui est devant, qui a plus de détails, plus de clair, plus de foncé, etc., avec la main aussi et tout, on comprend qu'elle est plus devant. Et l'autre main qui est derrière, elle est un petit peu reculée, elle est beaucoup plus dans l'ombre, elle est dans l'atmosphère, et c'est pas choquant. Pourtant, elle n'est pas peinte, elle n'est pas dessinée, il n'y a pas de détails, et en fait ça permet de hiérarchiser un petit peu les zones d'importance, et ça c'est quelque chose auquel il faut prêter attention. Il ne faut pas soudainement se mettre à surdétailler une zone que vous n'avez pas envie de surdétailler, vous voyez. Donc c'est important de vous demander quelles sont les zones les plus importantes. Là c'est le visage, le corps, la main avec la première épée, etc. Voilà, ça c'est important. Et le reste c'est moins important. Donc par exemple, la cape c'est moins important, la main qui est en arrière c'est moins important, le bas du corps de façon globale qui s'échappe un petit peu dans l'atmosphère comme ça, c'est moins important. Vous auriez pu, si vous en aviez eu envie, faire l'exact opposé, mais c'est une décision que vous devez faire en conscience, et ça c'est tout simplement des bases de type perspective atmosphérique et point focal. Bref, en tout cas je me suis régalé à faire cette illustration, vraiment c'était trop cool. Merci encore à Clip Studio Paint qui font du super taf, ça fait des années que je me sers de ce logiciel. C'est un très bon rapport qualité-prix, j'en connais pas de meilleur personnellement. Prenez soin de vous, dessinez comme des malades, peignez comme des fous, et puis à la prochaine, ciao.